Bienvenue dans votre émission, cette libre antenne qui est à vous et rien qu'à vous, pour échanger avec d'autres auditeurs au 39 21, pour vous confier aussi et trouver des réponses à vos questionnements intérieurs. Car les peurs et les souffrances gouvernent, hélas, souvent nos existences. Adultes, nous préférons souvent gronder, forcer ou convaincre un enfant pour faire taire en nous ce qui nous dérange ou nous effraie le plus. Et nous faisons de même avec notre enfant intérieur, la partie de nous, enfant, que nous abritons toujours. Quel que soit l'angle sous lequel nous considérons la relation de l'adulte à l'enfant, nous découvrons que c'est à l'adulte de mettre en œuvre bienveillance, écoute, patience et sollicitude. L'adulte a donc un travail intérieur qui lui incombe pour mieux accueillir l'enfant face à lui et en lui-même pour mieux l'entendre, mieux lui parler, le respecter et l'aider à grandir. Cette transformation intime que nous accomplissons chacun à notre façon pour devenir plus humain requiert une infinie patience, du repos, du silence, mais aussi beaucoup de confiance et d'intelligence. Gardez à l'esprit que la vie est mouvement autant que la pensée et l'amour afin de réussir à dépasser les crises et les situations conflictuelles. Faites appel à la puissance de la vie en vous. Grâce à elle, en chaque circonstance, nous pouvons imaginer le réel, prendre en compte la réalité de notre existence et se donner la liberté d'agir et d'avancer autrement. Allez, on accueille votre enfant intérieur si vous le voulez ce soir. Quentin est là pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sophie. Alors voilà, moi j'aimerais bien avoir un petit peu votre regard sur une situation qui est un petit peu délicate. Oui. J'écris depuis très longtemps, j'écris depuis 25 ans. Belle pratique. Avec des hauts et des bas. Oui. Avec beaucoup de textes déchirés, beaucoup de textes noyés, beaucoup de textes brûlés, beaucoup de choses qui font peur quand on les écrit. Oui. Donc voilà, on s'en sépare. Hein. Et puis un jour, on s'en prête et tout est en place et tout sort. Seulement ça sort, mais je sais que si je publie, je vais faire du mal. Je vais faire du bien à certaines personnes et je vais faire du mal à d'autres personnes. Parce que ce sont des révélations, parce que ça raconte une partie de... C'est intime, c'est précis, c'est très personnel. C'est personnel, c'est précis, c'est intime, c'est des révélations. Donc, bien sûr, je me posais la question comment publier avec mon nom, sans mon nom, avec les noms des personnes concernées, sans... Je vais m'attirer toutes les foudres du ciel et de la terre. Maintenant, si je ne mets rien, je ne résous rien non plus. Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre ? J'aimerais que, au moins dans les choses qui vont pas faire du bien, j'aimerais bien, oui, que ça règle des choses, oui. Voilà, donc il y a un projet derrière ce livre qui est de quoi ? De faire prendre conscience à des gens de votre entourage ? Oui. Et
Et je suis même dans l'obligation pour l'instant de ne pas en parler parce que si j'en parle, on va me dissuader à nouveau et m'empêcher de publier. Sandrine, j'ai une question très, très pratique et très concrète. Est-ce que vous avez déjà montré votre manuscrit ou vos écrits à un éditeur ? Une partie, oui, à un moment, mais je n'ai pas eu de retour. Parce que vous voyez, vous posez une question qui est quasi en amont de la réalité. C'est-à-dire que vous ne savez pas encore de quelle façon, en admettant, vous posez la question, est-ce que je publie à mon nom ou pas, sans savoir d'ores et déjà si publication il peut y avoir. Je suis persuadée que oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend si persuadé que oui, dans un marché du livre qui est pas évident, hein? Mais non, bien sûr. Vous avez fait lire certains passages à des gens, je ne sais pas, du métier, par exemple? Oui. Du métier, non, mais concerné en partie par ce qui est écrit dedans. Oui, ce qui est autre chose. Donc directement intéressé. Un lecteur directement intéressé puisque ça parle de quelque chose qu'il connaît. Ouais. Oui. Après, vous savez que vous pouvez toujours éditer à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous prenez à votre charge les frais techniques d'impression, la logistique. Et prendre un pseudonyme, Sandrine. Beaucoup d'auteurs font ça. Il y a même des grands écrivains. Hein. Bon, sans parler de Romain Gary, d'Émile Ajar, mais qui étaient la seule et même personne. Mais là, on met la barre peut-être un peu haut. Mais publier, parce qu'après tout, vous, si je comprends bien votre problématique, c'est que les gens dont il est question, enfin l'histoire dont il est question dans ce projet d'ouvrage, touche votre entourage qui peut savoir ou pas et à qui vous pouvez décider ou pas de révéler le pseudonyme en question. Donc c'est vous qui décidez de révéler, de votre notoriété, de ce qu'il y a dedans. Et puis il y a Yvan qui dit attention à la diffamation et l'atteinte à la vie privée des personnes. Il est question de ça ? Et voilà, et bien sûr. Il y a aussi des exemples célèbres dans l'édition, mais qui portaient déjà un nom pour l'avoir fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qui était déjà autorisé du fait d'être déjà écrivain. Qu'est-ce qui est important pour vous, Sandrine ? Est-ce qu'éventuellement ce texte ou tout est écrit là ? Vous en êtes où ? Oui, je suis quasiment à la fin du livre. Oui. Je suis à l'épilogue. Oui, pratiquement. Et qu'est-ce qui est très important pour vous quand vous parlez de révélation ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur comme ça ? Vous voulez nous dire un peu ? Qu'on sache des vérités sur des gens, sur les gens concernés. Par qui ? Qu'on sache, c'est-à-dire que tout le monde ne les connaît pas ? Beaucoup. Si vous avez changé les noms, les prénoms ? Pas encore. Pour l'instant, c'est comme ça. Justement, je ne sais pas si je travaille en initiales ou carrément changer les prénoms et... Mais alors, en pariant sur ça sert à ce que les gens concernés se reconnaissent sans être mis à mal, à protéger l'identité des personnes. Si je mets des faux prénoms. Oui. Vous, votre objectif, c'est comme dit Jeanne, là, attention à ce que ce ne soit pas la folie des Trierweiler. Est-ce que vous, votre objectif, c'est que quelque chose soit porté sur la place publique de gens nommément... vous voyez, si on dit vraiment qui c'est, mais si personne ne les connaît, vous voyez, si ça reste quand même des anonymes ou connus, je sais pas, dans une ville, dans un village, quel est l'objectif de les mettre mal, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a qui vous motive ? La vérité, la connaissance de la vérité. Oui, la connaissance de la vérité, mais quelle vérité ? Une vérité, c'est la vôtre, c'est celle partagée. En quoi elle va servir un projet ? Quel projet elle va servir ? Il y a plein de questions derrière.
Est-ce que c'est dénoncer? Est-ce que c'est mettre en garde? Vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce que vous réparez? Parce que on comprend que derrière, il y a une histoire de réparation. Oui, il y a une partie de choses qui sont dénoncées, à dénoncer. Il y a une partie de choses qui sont à réparer. Oui. Me concernant aussi. Oui, bien sûr, l'écriture sert à ça souvent. Mais Oui. qu'est-ce qui est important pour vous que ce soit su? Il y a Nadège qui demande est-ce que c'est une vengeance ou une façon pour vous de trouver la paix, mais Non, c'est pas une vengeance. Ouais. Non, c'est plutôt oui, une façon de trouver la paix, oui. Pour vous. Mais le fait que ce soit connu publiquement vous aiderait à trouver la paix. Bah oui, vous voyez, quelle est la distance entre écrire qui libère pour soi, après écrire pour être lu, deuxième stade, et par qui? Par le plus grand nombre ou par l'entourage? Vous voyez, où est-ce que vous placez le curseur dans l'importance que vous donnez à ce que vous racontez? Et en quoi cette histoire va concerner, parce que pour que ce soit l'objet d'un livre grand public, enfin édité, en quoi votre histoire parle à chacun? Parce que c'est ça un roman qui touche la littérature. C'est que là, c'est pas un roman, parce que vous dites c'est autobiographique, c'est ça? Ou oui, c'est romancé? Non, c'est autobiographique, c'est un témoignage. C'est un témoignage, d'accord. Oui. Est-ce que c'est un témoignage qui a une valeur, on pourrait dire universelle, c'est-à-dire de façon à toucher chacun? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce témoignage? Est-ce que c'est un sujet, voilà, communément partagé dans une histoire de vie? Oui, en partie, oui. C'est-à-dire, allez, dites-nous en plus, là, ça fait teasing. On a envie de savoir tout d'un coup. Oui, c'est... Qu'est-ce que ça raconte? C'est un témoignage qui peut toucher des tas de gens, oui, ça parle de quoi? Qui peut alerter aussi. C'est-à-dire, sur quoi? Sur des comportements de certaines personnes dans la vie quotidienne. Par exemple? De quoi doit-on se méfier alors, dans la vie quotidienne, dans les comportements des gens? Des gens qui ont une attitude devant et qui en ont une autre derrière. Oui, de l'hypocrisie, qui est quelque chose d'assez banal. Oui. Ben oui, c'est banal. Ou de la manipulation. C'est banal, mais c'est souffrant. Ça peut faire bien souffrir, sûr. Donc c'est bien d'interpeller pour oui, mais Sandrine, en quoi une affaire qui vous est toute personnelle, vous en faites une affaire soit oui. Ouais. Quelle est pour vous, comme dit un auditeur, vous en dites trop ou pas assez, mais qu'est-ce que vous voulez après? C'est-à-dire l'auditeur s'interroge en disant autant faire une psychanalyse. Vous voyez, quelle différence vous faites? De toute façon, ça sort pas. Moi, je travaille sur moi depuis 25 ans. Je veux dire, si des révélations sont à faire dans un cabinet d'un psychanalyste, je veux dire, ça sort pas du cabinet du psychanalyste. Oui. Et on règle rien. D'accord. Bah si, j'espère qu'on règle quelque chose. Oui, c'est pas, on règle par rapport à soi-même, mais comment je pourrais vous dire? Oui, qu'est-ce qu'on règle? C'est intéressant parce que, oui, je sens que vous faites une différence entre vous, et vous voyez, pour vous, le fait de rendre les choses publiques, en tout cas de les mettre au grand jour, pour vous, ça règle quelque chose, et là, ça parle de vous, c'est très personnel, par rapport à ce que ça reste un travail entre vous et vous, ou vous et un cabinet. Donc il y a quelque chose d'une mise en lumière qui pour vous répare, parce que des travers ou des gens malveillants ou des manipulations, j'ai presque envie de dire, tout le monde en a connu plus ou moins, ou au moins l'a rencontré on le rencontre dans une histoire de vie. Alors vous, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vôtre qui fait que c'est si important pour vous? Et là, ça parle de vous. Vous voyez, qui vous pousse à le mettre sur la place publique? Je sais pas. C'est de tendre un miroir aux autres, c'est regarder qui vous êtes?
pas répondre, je sais pas. Quand vous dites que vous avez longtemps travaillé sur vous, Sandrine, en écrivant, c'était l'écriture, votre travail? Non, j'ai aussi travaillé avec des psychothérapeutes, psychanalystes, oui. Et qui vous ont amené à quelle façon de regarder? À publier, oui. Ah, donc, d'accord, donc il y a une démarche derrière. C'est un élément que vous ne nous aviez pas dit. Quand vous dites à publier, vous voyez, il y a David qui demande, est-ce que, par exemple, vous risquez pour votre vie en publiant ces écrits, demande David. Non, je pense pas que je risque ma vie. Je pense que je vais mettre en lumière des tas de zones d'ombre de ma vie qui fait que je suis devenue une personne, pour beaucoup de gens, incomprise. Ouais. Et qu'est-ce qui fait en osant dire un vécu, en osant dire un vécu, on peut comprendre mieux les choses. Vous ou les autres? C'est pour que les autres comprennent? Ah. Oui, aussi. Oui, vous espérez être mieux comprise? Oui. Vous espérez être mieux comprise et en même temps, vous pensez que l'histoire que vous racontez touche les gens de façon universelle. Vous voyez, il faut qu'il y ait qu'est-ce qui nous pousse finalement? Qu'est-ce qui vous pousse à lire un livre? Vous voyez, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous lisez? Est-ce que c'est l'histoire d'une personne que vous connaissez pas, mais quels sont les ingrédients? Vous qui écrivez et qui lisez beaucoup, j'imagine, pour écrire en général, on lit beaucoup. Quels sont les ressorts? Moi, c'est les chemins de vie que je lis beaucoup, les témoignages, les documents, les différents parcours, ce que les gens ont vécu, des vécus. Je pense que les vécus m'apportent beaucoup. Oui. Et votre question finalement ce soir, c'est est-ce que je parle en mon nom? Est-ce que je me montre, en fait? Est-ce que je prends le risque de me montrer? Moi, je ne crois pas, mais bon. Il y a un paradoxe, c'est que vous avez un objectif qui est d'être comprise, parce que vous m'avez dit, d'être comprise et de faire des révélations pour éventuellement être utile ou en tout cas aider. Et dans le même temps, vous me dites, mais je ne crois pas que je doive apparaître sous mon nom. Donc c'est un peu paradoxal. Oui, vous voulez être comprise sans être montrée. Si vous ne vous montrez pas, il y a peu de chances que les gens puissent vous comprendre, puisqu'ils ne sauront pas qui vous êtes. Donc vous allez manquer votre objectif, à moins que ce ne soit pas celui-là. C'est encore une autre possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce paradoxe, Sandrine? Bien, c'en est un. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'image de vous qui vous retient? Est-ce qu'à la fois vous avez envie d'être comprise et en même temps vous voyez une espèce d'ambivalence avec une peur de... Parce que si vous avez ce sentiment, c'est aussi la peur de vous montrer. J'ai à la fois, envie d'être comprise. J'ai envie que les gens sachent des choses sur moi, mais j'ai en même temps peur, oui. Et c'est le seul moyen, le livre, pour que ces gens dont vous parlez, qui semblent importants pour vous, vous soyez écoutés. C'est le moyen que vous avez trouvé pour qu'on vous écoute. Je n'ai pas trouvé d'autre. Oui, pas par la parole en tout cas. Pas dans la discussion, j'entends. Ça vous fait rire? Ben oui, parce que... Oui. Parce que vous pensez aux gens dont je parle quand je dis ça. Vous les voyez, en fait. C'est ça qui vous fait rire. J'ai du mal à m'exprimer. Je sais pas, je m'exprime pas de la même façon comme ça oralement que quand j'écris. Ça s'entend. C'est pas du tout, c'est pas la même chose. Ça s'entend là, la radio, avec toute la retenue que vous avez.
Quand j'écris, c'est libre, quoi. Ça coule, c'est... Ouais, il y a quelque chose de très inquiet chez vous, quand vous exprimez. Donc, le livre est pour vous un moyen, et on l'entend bien là, de dire qui vous êtes, parce que parler de vous, c'est compliqué. Maintenant, il y a cette angoisse, et je pense que votre question de savoir si vous écrivez ou pas sous votre nom, c'est et si j'étais pas reconnue, et que si en mon nom propre j'étais pas reconnue, c'est ce risque-là qui est difficile pour vous à prendre. Vous voyez, c'est pas tant les révélations, je pense, que comporte votre livre. C'est le fait de se dire, et si même en écrivant sous mon propre nom, je prenais le risque d'être encore incomprise. Non ? Je sais pas. Non, je crois pas. Alors, il est où le risque ? Je pense qu'il peut y avoir danger, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure, oh, on m'échappe de la... Le danger de... Attendez, ça m'échappe. Quand on est contre quelqu'un qui dit mal, Qu'on vous en veuille ? Que vous disiez tout à l'heure, De dénoncer des gens, c'est ça ? Oui. Ce que dit un auditeur, c'est que vous pourriez déjà prendre conseil auprès d'un avocat. Mais je crois, Sandrine, vous savez, c'est tout un sujet d'être lu quand même. Donc, avant de phosphorer pour savoir si vous devez ou pas publier sous votre nom, étudiez déjà la possibilité d'être publié. Ça me paraît déjà une première étape. C'est-à-dire de confronter votre écrit, non pas à ceux qui vous connaissent ou connaissent votre histoire, parce que c'est pas eux qui vont juger de l'intérêt littéraire de ce que vous écrivez, mais c'est quelqu'un dont c'est le métier, c'est un éditeur. Et ça me paraît important, parce que c'est sans doute ça qui va résoudre la question de fond. C'est est-ce que finalement ce que vous écrivez intéresse ou pas les gens ? On écrit pour être lu. Ça peut intéresser des gens qui vous connaissent ou de votre entourage, parce que, comme vous dites, il y a des révélations. Mais ça peut ne pas être un objet littéraire pour autant. Or, un livre reste un objet littéraire, avec un intérêt littéraire. Et ça, il n'y a qu'un professionnel qui pourra vous le dire. Vous voyez, donc il va falloir vous confronter et donc vous montrer un petit peu plus. Ou alors, comme dit Yvan, écrire aux personnes concernées, envoyer votre manuscrit aux gens par lesquels vous souhaitez être lu, mais ce ne sera pas du grand public. Et les deux démarches ne sont pas contradictoires, enfin, elles ne s'opposent pas. Oui. Mais en tout cas, dans une première étape, si votre rêve c'est d'être publié, ça vous demande de vous confronter et donc de sortir. Vous voyez, d'une certaine façon de l'anonymat, mais en tout cas, pour des gens qui ne vous connaissent pas, vous ne prenez pas un grand risque. Oui, bien sûr. Et puis, ce que dit un autre auditeur, c'est pourquoi pas simplement écrire des lettres aux personnes concernées. Oui. Bon courage à vous, en tout cas, Sandrine. Et puis peut-être clarifier un peu votre projet. Vous voyez, bien sûr, il a besoin, c'est pour ça que je vous appelle. Ça a besoin d'être un peu clarifié. Vous voyez, il y a quand même un petit peu des paradoxes et des zones d'ombre. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore accompagné en thérapie, mais peut-être, vous voyez, expliciter plus votre projet et qu'est-ce qui s'y cache, qu'est-ce qui est si important pour vous. D'accord. Bon courage à vous et bon travail, Sandrine. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir, Sophie. Et puis avant d'accueillir Christian, je résiste pas au plaisir de vous lire une très jolie citation de Montesquieu qu'envoie un auditeur par SMS et qui nous dit « J'appelle les préjugés non pas ce qu'on ignore de certaines choses, mais ce qu'on ignore de soi-même. » Merci pour cette belle citation. Vous êtes là, Christian ? Bonsoir, Christian. Bonsoir, Sophie. Oui. Oui, vous êtes là ? Oui, je suis là, et vous ? Eh bien, écoutez, tout à fait. Super. Voilà. Bon, écoutez, je vous appelle parce que j'aurais aimé avoir votre avis. Voilà, c'est toujours très pertinent. Voilà, au sujet d'un deuil de rupture qui a beaucoup de mal à se faire. Et voilà, je me demande si je suis pas un peu dans un deuil pathologique. Ah, ce serait quoi ? Dites-moi. Voilà, je sais pas, moi, ce que c'est qu'un deuil psychologique, c'est pathologique, pardon. Un deuil pathologique, c'est peut-être un deuil qui met très 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 longtemps à se faire, j'imagine.
Ouais, c'est souvent assez long, un deuil, et il a souvent des bonnes raisons d'être long, alors. Voilà. Alors, est-ce que c'est pathologique après? C'est un petit peu ces raisons que j'aimerais essayer peut-être de creuser. Enfin, je m'interroge beaucoup sur ce que cette souffrance, sur ce que ce deuil raconte de moi, de ma propre histoire, si vous voulez, même probablement de mon enfance. Donc tout ça, ça m'intéresserait beaucoup, oui, vous voyez, oui, d'en parler avec vous. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous... Oui. Écoutez, c'est une histoire de rupture comme il y en a tant, malheureusement, mais qui fait évidemment partie de nos vies d'humains. Ouais. Qui a eu lieu il y a 2 ans et demi. Mais pour vous, c'était dans votre vie, c'est quelque chose de nouveau où il y a eu vous voyez, par rapport, parce que vous faites le lien tout de suite avec l'enfance. Est-ce que c'est la première fois qu'avec une femme c'était une histoire très longue? Non, pas du tout. Mais c'est on va dire, c'est la 2e fois que j'ai une rupture qui s'opère et qui me plonge dans une grande souffrance et un désarroi. La première fois, c'était mon premier amour quand j'avais 19-20 ans. Ouais. Qui n'avait pas, à l'époque, on était un peu moins axé psychothérapie, psy et tout ça, et donc ça a mis très longtemps. Et j'ai retrouvé avec ce deuil, avec cette rupture, cette même sensation d'être, de patiner complètement dans le souvenir, dans les flashs qui reviennent sans arrêt, dans les images torturantes et toutes ces choses-là, avec énormément de difficultés à m'en sortir, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui me rappelle mon premier deuil amoureux. Oui, ça c'est vrai. Et alors, quel lien vous faites entre les deux, c'est-à-dire, entre les 19 ans et là vous avez 64 dans 64, d'accord. Oui. Donc entre les deux, il y a eu d'autres ruptures qui n'ont pas eu cette résonance-là. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci, de particulier qui résonne sur celle de vos 19 ans? Quel lien vous faites? Je ne fais pas de lien sur les 2 personnes en question. Non, mais sur les relations peut-être. Voilà, probablement sur la manière également dont je l'ai vécu, dont ça a été fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'arrête. Et bon, on sait que les hommes sont pas toujours très clairvoyants malheureusement, on pourrait dire quand une femme va les quitter, il y a quand même des signes, il y a des prémices, des choses comme ça. Et moi, je n'ai... vous avez rien vu venir. J'ai rien vu venir, ou j'ai pas voulu voir venir des choses. Comme si vous aviez 19 ans. Comme si j'avais 19 ans. Ou comme si c'était la première fois. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je me dis souvent, mais à plus de 60 ans, comme c'est curieux de souffrir absolument comme si on avait 20 ans. Et oui, ça, on n'a pas d'âge, sur et voilà, je avec crois l'amour. Oui, c'est ça. L'amour n'a pas d'âge maintenant. Mais c'est ça. Ouais. Et sans doute, vous voyez que vous me disiez, le deuil, il est pathologique, mais en soi, il n'est pas pathologique, il est difficile à faire parce que vous ne comprenez pas. Voilà. Il y a quelque chose qui reste incompris. Il y a quelque chose qui reste incompris et je n'ai jamais pu avoir les réponses exactes, ni j'allais dire la chronologie de cette rupture qui n'est certainement pas arrivée instantanément de la part de cette jeune femme, bien sûr. Oui, mais il y a un processus, il y a un pourquoi on en est arrivé là qui vous manque. Donc comme vous manquez, vous n'avez pas le sens. Comme dit la phrase de Nietzsche, donne à l'homme un pourquoi, il peut s'accommoder de tous les comment. Vous ne pouvez pas vous accommoder du comment parce qu'il vous manque le pourquoi. C'est exactement ça, Sophie. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment l'obtenir Voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est bien ce que je souhaite. Cette femme ne me dira rien et d'ailleurs nous avons... Vous avez essayé, Christian? Non. D'accord. Alors vous dites, elle me dira rien, mais vous n'avez pas essayé. Un tout petit peu au début, quand même, mais très peu parce que c'était trop douloureux pour moi de pouvoir correspondre avec elle, même par mail ou etc. J'ai donc fait ce qu'on appelle le silence radio. Enfin, je me suis complètement coupé. Je ne voulais strictement rien savoir d'elle, rien. Ah oui. C'était impossible. C'est encore impossible. Et c'est encore impossible. Absolument impossible de même voir une photo ou quoi que ce soit, vous voyez. Comme un trauma alors, là, on est limite du... Oui. Oui, c'est ça.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de traumatisant là Qu'est-ce qui se passe, Christian, quand vous dites je peux même pas voir une photo? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça remet en cause chez vous? Vous voyez quel échec ça fait retentir en vous? Vous sentez... Je me sens abandonnée. C'est une jeune femme que je trouvais très très belle. Ouais. Que nous sommes musiciens tous les deux et nous partagions la musique sans cesse. Et de voir une photo ou même d'évoquer son nom me fait toucher du doigt cette perte encore extrêmement prégnante, vous voyez. Je ne saurais pas vous dire très précisément pourquoi, mais une photo est très violente au plan du souvenir quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'évoque cette femme pour que vous vous sentiez à ce point blessé ou abandonné? C'est-à-dire que dans le manque de compréhension, vous voyez, d'ailleurs, vous dites je me sens abandonné, je n'ai pas les raisons, comme un enfant quasiment, qu'on aurait laissé. Je parlais de l'enfant intérieur dans mon introduction. C'est votre enfant qui dit. J'y pensais quand j'ai entendu ce que vous disiez. Et c'est pour ça que je trouve important de revenir sur cette part d'enfant qui a été déchirée là à ce moment-là. C'est un abandon, voilà. Et comme vous me posiez la question sur l'histoire de l'avoir en photo, voilà, c'est que j'imagine maintenant qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Je sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre et je ne peux pas voir le visage de cette femme avec quelqu'un d'autre. Oui, mais... Et musicien également lui-même. Ah oui, et vous pensez que rentrer en contact avec elle pour avoir des éléments d'explication pour vous, vous voyez, ça vous oblige pas à voir cet autre homme, et en même temps, il y a quelque chose à réparer que vous pouvez être seul à réparer, vous voyez. Il y a que vous qui pouvez réparer pour vous. Elle ne fera rien d'elle-même, mais vous pouvez aller chercher éventuellement. Alors, est-ce que c'est auprès d'elle ou pas, d'ailleurs, Ça pose la question. Voilà, c'est une question que je me suis posée également. C'est une vraie question. Oui, j'ai essayé de... Parce que de quelle façon, Christian, vous savez, dans ce qu'on appelle un syndrome d'abandon, et vous me parlez d'un sentiment d'abandon, c'est pour ça que j'en parle, il y a souvent quelque chose qui retentit très fort, c'est qu'on a idéalisé. Donc, le deuil est impossible parce qu'il y a eu idéal. Oui, et que sûr. pour faire le deuil, il faudrait désidéaliser, renoncer à l'idéal. Donc, est-ce que cette femme qui, vous voyez, ça résonne sur une rupture de quand vous aviez 19 ans, il y a quelque chose d'un idéal très très fort qu'elle ancrait chez vous, cette femme, j'imagine. Bien sûr. Peut-être un féminin avec un grand F, Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que nous soyons tous les deux musiciens et que c'était la première fois que je vivais réellement avec une musicienne avec qui je donnais des concerts, avec qui je partageais. Voilà, elle joue d'un instrument à cordes, moi je suis pianiste, et donc nous faisions une équipe en plus, vous voyez. Et elle m'a quitté le lendemain d'un concert que nous avions donné ensemble à Paris. Sans explication. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ou que vous ne vous souvenez pas? Elle m'a dit, je voudrais te voir dans un café. Au lieu de revenir à la maison comme elle le fait très souvent, nous n'habitions pas tout à fait ensemble, puisque moi j'habite en Normandie et elle habite à Paris maintenant depuis qu'elle était rentrée dans un grand orchestre parisien. Et au lieu de revenir, elle m'a envoyé un petit texto en me disant « Il faudrait que je te voie dans un café ». Et c'est une phrase qui m'a évidemment cloué, et je lui ai simplement dit que je appelais en lui disant que je ne voulais pas la voir dans un café. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est peut-être moi d'ailleurs qui ai mis fin à cette relation. Vous saviez ce qu'elle avait à vous dire, que c'était pour vous quitter, ou vous ne faisiez aucun signe? Je pense que c'était certainement. Elle voulait vous parler? Elle voulait me parler, mais pas à la maison. Et vous avez, en fait, mais c'est vous, c'est extraordinaire, là, parce que ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est, j'abandonne pour ne pas être abandonné, pour ne pas entendre, pour ne pas prendre ce risque, vous voyez, de ce qu'elle avait à vous dire. Oui. C'est vous qui avez provoqué qu'il n'avait pas voulu aller au café. Voilà. Et elle n'a pas réitéré sa proposition. Ça s'est terminé là. Ça s'est terminé là. C'est violent,
c'est très violent après 11 ans de vie ensemble. Et elle n'a pas insisté sur le fait de vous parler? Non. Elle a pris votre refus dont acte, quoi. Elle a pris mon refus et elle a dû me dire 2-3 petites choses dont je me souviens plus très bien. Et elle m'a dit il faut le faire peut-être avant qu'il ne soit trop tard ou quelque chose comme ça. Le faire, se parler ou se quitter? Non, se quitter. Je suis persuadé qu'elle voulait me dire ça dans ce café et j'ai effectivement anticipé ça pour ne pas l'entendre. À la voir partir, moi restant assis dans ce café, à la voir partir toute seule. Vous voyez, c'est une image que je n'aurais pas pu supporter. Oui. Et donc, vous voyez, cette phase de déni ancre difficilement un travail de deuil derrière. Voilà. C'est d'autant plus compliqué pour vous. Comment vous pourriez reprendre le fil, Christian, là? Parce que ça fait donc 2 ans et demi. Hein. Ça fait 2 ans et demi que je suis effectivement un peu replié. Oui. Voilà, j'ai énormément de mal à pouvoir m'ouvrir à d'autres relations. D'autant que je suis plutôt attiré par les femmes qui sont plus jeunes que moi. J'ai toujours eu des femmes qui étaient plus jeunes que moi. Mon épouse et qui est la mère de mes enfants aussi avait une 20aine d'années de moins, etc. Donc maintenant j'ai l'impression qu'à l'âge que j'ai, cette aventure-là va se terminer, quoi, d'une certaine manière. En plus c'était un peu comme la dernière femme, enfin le dernier homme, quoi, avec un grand F. En tout cas celle qui correspondait. Qui avait 30 ans de moins que moi. Oui, je comprends. Oui. Il y a plein de renoncements derrière. Hein. Voilà, il y a beaucoup de renoncements. Il y a la musique, il y a la vie à Paris également, parce que nous avions plus ou moins projeté. Moi, j'y ai habité quasiment 6 mois pendant un temps, et c'était un de mes plus grands rêves de ma vie. Donc, j'avais absolument tout tous mes fantasmes. Finalement, une femme plus jeune qui était musicienne et avec laquelle j'aurais habité à Paris. Et tout d'un coup, vous voyez, c'est comme un peu une fusée à plusieurs étages. Tout s'est écroulé. Oui, je comprends. C'est tout qui s'est écroulé. Donc, en fait, comme vous perdez le sens de beaucoup de choses en même temps, vous voyez, c'est un deuil à variations multiples. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, bon, j'essaie de relativiser. Je peux très bien moi-même tout seul aller habiter à Paris si je veux. Je continue évidemment mes activités de musicien et je peux aussi rencontrer une femme si je veux. Tout ça peut se faire indépendamment, mais voilà, tout d'un coup, j'avais tout d'un coup, vous voyez. Oui. Voilà, et ça me semble un peu long. C'est long. Alors, c'est d'autant plus long qu'il est fait un peu comme un kaléidoscope, vous voyez. Donc, c'est aussi pour ça qu'il s'ancre ou s'enquiste. Parce que, vous voyez, en discutant avec vous, mais on sent que il y a plein d'éléments qui se sont greffés dessus, hein. Et donc cette multiplicité de micro-deuils qui forment un très gros deuil, c'est du temps, mais surtout une plotte il est important pour vous, la Christian, de défaire un peu les fils, vous voyez, de les séquencer. Oui, bien sûr. Parce que le tout fait que c'est toujours un peu indigeste, un tout. Oui. Et que du coup c'est un peu lourd à porter. Ouais. Et que là il va vous falloir séquencer entre effectivement le deuil d'un mode de vie, le deuil d'une femme, une histoire de jeunesse. Une histoire de femme aussi. Vous voyez, il y a tous ces paramètres-là à regarder les uns après les autres qui racontent des choses différentes de vous et des besoins différents pour vous reconstruire autre chose. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il y en a qui disent c'est bien naturel, hein, tout ce que vous racontez, souffrir autant en voyant une photo ou en l'imaginant avec un autre homme, etc. Ça fait que 2 ans et demi. Pourquoi ne pas faire confiance au temps, Diana? Elle est
très gentil, il y en a effectivement, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de temps que si j'en avais 30 ou 40, vous voyez. Si c'est dans 10 ans que si je vais mieux que dans 10 ans, ce sera long, vous voyez. Oui, mais Michel, c'est ce temps qui passe. C'est ce temps qui passe, oui, voilà. et qui résonne fort, bien sûr. Qui résonne très fort. Mais surtout que, et là, Michel envoie un message en disant, j'ai le sentiment que c'est un projet qui s'écroule plus que la femme elle-même. Le deuil d'un projet d'amour est plus dur à faire, en fait, dit Michel, et c'est vrai. Il a raison, il a tout à fait raison. Il y a le deuil d'une vie à construire. Hein. Voilà. D'ailleurs, peut-être c'est Michel qui ajoute que regrettez-vous, la musicienne ou la femme, demande un auditeur. Les deux en général, non? Beaucoup la musicienne. Beaucoup la musicienne. Beaucoup la femme aussi. Oui. Mais c'était une jeune femme qui était très prise par ses concours, par son métier, et voilà. Et qui probablement ne s'investissait pas de la même manière que moi je pouvais le faire dans cette relation. Oui, et puis vous saviez, il y a une différence d'âge sans doute, voilà. Alors bon, en même temps, ça veut dire et ça veut rien dire, hein, mais il y a Bob qui effectivement voit une réflexion intéressante, qui en entend beaucoup ce que vous auriez voulu ou fantasmé, mais peut-être peu ce qu'elle aurait aimé elle. Est-ce que vous savez ce qu'elle aurait aimé? J'ai pas tout à fait compris. En fait, Bob trouve qu'on vous entend pas mal raconter ce que vous auriez voulu ou fantasmé, ce qui vous plaisait, mais elle, qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'elle n'avait pas? Est-ce que vous connaissiez son besoin non satisfait? Est-ce qu'elle en avait sans doute un? J'en sais vraiment pas, j'en sais rien parce que je l'ai connue entre 19 et 31 ans, donc à une époque où elle faisait ses études, où elle ne savait pas ce qu'elle allait faire et tout ça. Elle était avec moi, point barre. Ah, elle a grandi avec vous alors? Elle a grandi avec moi, oui. Oui. Oui, c'était une de mes étudiantes, donc. Oui, mais Christian, vous l'avez accompagnée au stade de la femme. Voilà. Et elle a quitté le père d'un seul coup, Elle a tué le père, en partant. Probablement, même sûrement d'ailleurs. Mais oui, pour que ce soit aussi violent. C'est que c'était très fort. C'était extrêmement fort. Et je ne savais pas quel était son projet. On en parlait un petit peu. Elle était très dans le flou au sujet de cette relation, mais elle était toujours là. Et voilà, c'était... Et Christian, moi j'ai une suggestion à vous faire, parce que si c'est compliqué pour vous, il y a des chances que quelque chose soit quand même un peu compliqué pour elle. Voyez, on reste pas une jeune fille de 19 ans à 33 ans sur une histoire longue et belle, avec la musique qui vous unit, avec un projet qui se termine comme ça, d'un seul coup, le lendemain d'un concert. Alors, je me demandais, peut-être qu'elle n'a pas, elle, la capacité d'aller vers vous et de vous parler. Est-ce que le temps aidant, quand vous sentirez le moment, est-ce qu'il serait pas, et prenez le temps d'y réfléchir, moi je vous fais juste une suggestion, imaginez que vous vous revoyez dans un café, le café où vous n'avez pas pu aller, il y a 2 ans et demi, ça pourrait être le signe de quelque chose qui vous permettrait, sans projet particulier d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas à la retrouver, repartir, mais que les choses puissent se dire pour vous et pour elle. Je le souhaiterais ardemment, évidemment, Sophie. J'aurais beaucoup de mal à le faire tant que je saurais qu'elle est avec quelqu'un, car en plus de m'avoir quitté, de manière assez abrupte, quelques jours après, elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être même, j'allais dire brutalement, qu'elle vous a quitté pour cette personne. C'est possible. Alors qu'elle m'a écrit noir sur blanc, je ne te quitte pour personne. Mais bon, ça, il ne faut pas le croire. Ça après tout, non, on ne sait pas. Mais moi, ce que je vous dis, c'est pas. Vous voyez, je comprends qu'il y ait une blessure d'ego avec cet autre homme, mais c'est pour vous et pour elle là, ce que je suis en train de suggérer. C'est pour vous deux. C'est au nom de l'histoire que vous avez vécue. C'est pas au nom de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vous permettre de refermer ensemble la porte de votre histoire. Voilà, ça ce serait très bien. J'en suis absolument incapable pour l'instant, moi. D'accord. J'en suis incapable. Et qu'est-ce qui vous permettrait de le faire? D'abord, est-ce que vous le souhaitez? Déjà, question toute bête. Bien sûr, je le souhaite. Oui, vous le souhaitez, d'accord. Oui, je le souhaite. Humainement, je trouve que c'est... Ça vous ferait du bien, peut-être? Ça ferait du bien, oui. À vous deux, à l'histoire, en tout cas. Elle, je ne sais absolument pas du tout ce qu'elle pense. Je ne sais pas ce
quel souvenir elle a de moi. Je ne sais pas si elle connaît encore mon nom, je ne sais pas. Oh, bien sûr que si, Christian, mais bon, bien sûr que si. Elle est très remarquée elle est dans son métier. Oui, mais vous aviez un ascendant quand même d'une figure d'homme plus âgé qui l'a accompagné dans son jeune développement de jeune femme. Vous êtes très important pour elle. C'est inévitable, Christian. C'est inévitable. Oui, probablement. Et tenez compte de ça. Tenez compte de ça dans l'amour que vous avez encore pour elle. Vous voyez, ça c'est un don que vous pouvez lui faire encore. J'allais dire, oui, mais j'en suis pas. Vous savez, pour être généreux, il faut être bien. Oui. Il faut être, oui, vous avez raison. On ne peut pas être généreux avec l'argent des autres. Hein, bien sûr. Donc, c'est quand vous sentirez. Généreux à son égard. C'est pas tant une histoire de générosité. Moi, je pensais à vous. Je pensais à vous faire du bien. Peut-être. Vous voyez, je pensais à l'homme qui va accepter d'affronter ce qu'il a eu du mal et ce qui est difficile, l'inacceptable, ce qui est inacceptable, et peut-être d'affronter le fait de tuer son idéal. Et de le faire aussi pour vous. Aussi douloureux que ce soit, ça peut être libérateur. C'est possible. Un peu comme une écharde, vous voyez, qui s'infecte et qu'on enlève un peu dans son doigt. Je vois bien. Et c'était un peu ça, oui, c'est exactement ça. Michel, je vous laisse sur ce SMS de Michel qui dit « Je suis sûr que ce sera dans vos cordes que de vous revoir et d'en parler. Ce sera salvateur », dit Michel. En tout cas, je vous le souhaite. C'est très joli. Bonne nuit à vous, Christian. Écoutez, merci infiniment, Caroline, et merci à tous les gens qui... Sophie, oui, je vous en prie. Bonne nuit, Christian. Merci beaucoup. Europe 1. Sophie Peters. Alors Christian, un message pour vous de Jo, qui vous dit je comprends que l'auditeur souhaite que sa souffrance s'apaise, mais n'est-on pas nombreux à porter notre blessure le temps qu'il le faudra, car dans notre monde de vitesse, on ne peut malgré tout accélérer les deuils. Merci Jo pour votre joli message. Vous êtes là, Anne ? Je suis là. Oui, bonsoir Anne. Bonsoir Sophie. Je suis un petit peu émue de passer à l'antenne. Quoi de bien normal? Oui. D'abord, je vous remercie pour votre émission et puis de m'avoir pris en ligne. Qu'est-ce qui vous amène, Anne, ce soir? Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis en dépression, en fait. J'ai vu plusieurs psychiatres. Oui. Qui m'ont soignée, je dirais, de façon médicamenteuse, c'est-à-dire antidépresseurs, somnifères, enfin bon. Ça n'a pas tellement évolué jusqu'au jour où je suis allée voir une psychothérapeute. Oui. Et là, j'ai pu enfin parler. Oui. De ce qui me rongeait, en fait, parce que ça fait longtemps que ça remontait en moi, en fait. J'ai très bien vécu les années, je veux dire, pendant 20 ans, j'ai très bien vécu. J'étais mariée, 2 enfants, heureuse, enfin, rien à dire. Et puis, il y a eu le décès de ma mère. Oui. Ça s'est fait en même temps, le décès de ma mère. Il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Oui. Et c'est là que tout d'un coup, ça a basculé? Je pense qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'abord la maladie de ma mère, puisqu'elle est décédée d'un cancer et ça a duré 2 ans. Oui. En 2 ans, j'ai sombré un peu parce que je pouvais plus dormir. Et au même moment, j'ai rencontré un homme. Oui. Et ça a été une passion, quoi. Oui. Donc, au bout de quelques années, on a rompu, repris la relation, et voilà, quoi. C'est jamais fini, en fait. Ça revient tout le temps. Cette relation. Et donc, vous êtes séparés du papa de vos enfants? Ça fait exploser votre couple? Ah non. Pas du tout, il ne sait pas. Pas du tout. Pas du tout, parce que je ne tiens pas du tout à lui faire du mal. Et j'ai pas envie, même pour les enfants, je veux pas.
Et donc lui, par contre, a divorcé entre-temps. Et c'est cette relation qui vous dévore, qui vous plonge. C'est ça, parce qu'en fait, c'est-à-dire que je sais pas ce que je veux. J'ai rien à reprocher à mon mari, mais récemment, bon, il est pas souvent à la maison, il est souvent parti. Et vous recherchiez autre chose dans cette relation extra-conjugale? C'est pas exactement ça, c'est que oui, je cherche autre chose. Je recherche autre chose, mais c'est quoi? Vous dites c'est pas exactement ça, ouais. Il y a plusieurs choses qui se mélangent dans ma tête, parce que je me demande si j'y tiens vraiment ou pas, ou si c'est juste le regard de cet homme que je veux. Si c'est juste son regard, parce que votre mari, vous avez le sentiment qu'il vous regarde plus, et oui. Quel lien vous faites entre le décès de votre maman et cette relation qui s'est enclenchée à ce moment-là? Parce que souvent, c'est dans les périodes de deuil, où on se sent abandonné. Quand j'ai appris que ma mère était condamnée, j'ai vraiment sombré. Ouais. Et je sais pas si c'est une coïncidence, où je l'ai rencontré, et il me regardait, et ça, comment vous dire, ça m'a permis de surmonter un peu le... Oui, bien sûr. Ouais. Comme une bouée, en fait, comme un sauvetage. En sachant que j'ai eu une enfance très, très difficile. Et que les rapports avec, même que ce soit ma mère ou mon père, n'étaient pas très comment dirais-je, pas très harmonieux, vous diriez, pas très. Ça se passait pas bien entre vos parents. Il y a de l'amour, en fait, mais j'ai subi pas mal de violences dans mon enfance, et ça reste là, et je leur en veux, et je leur en veux. À tous les deux. Enfin, j'en voulais à ma mère jusqu'à sa mort, et puis après j'ai dit, on laisse. Et votre papa est toujours vivant? Oui, mon papa est vivant, très diminué, puisqu'il est aveugle, il est comment dirais-je, dépendant, et cet été, donc, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup remué, parce que c'est remonté à la surface. Et en fait, j'étais allée voir une psychothérapeute. Oui. Elle m'avait fait des séances un petit peu d'hypnose et de... comment ça s'appelle? Sophrologie? Non, hypnose et... avec elle, je parlais, en fait. Parce que les psychiatres, j'ai l'impression que, ils me donnaient médicaments, puis je partais, puis c'est tout, quoi. Et avec elle, j'ai plus accroché, elle est rentrée plus dans le détail. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Elle m'a dit que c'était pas moi qui était malade, c'était la petite fille qui était en fait moi, quoi, mais en petite fille, quoi. Ah ben oui, ce que je disais dans mon introduction, on a toujours un enfant à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ça m'a... Puis j'avais lu des livres aussi. Oui, sur l'enfant intérieur. Guérir son enfant intérieur, je sais plus de quel auteur, mais j'avais lu ça. Et j'avais lu aussi des livres de Maurice Cyrulnik. J'étais assez branchée après psycho. Et en fait, le fait, je sais pas si c'est le fait que ça a déclenché ça, je me suis mise à faire des rêves. Où je parlais plus. Dans vos rêves, vous ne parliez plus? Je ne parlais plus. C'est-à-dire que je me réveillais en sueur au milieu de la nuit, et je me disais, mon Dieu, ça y est, je parle. J'arrive à parler, quoi. Et comme je voulais plus qu'elle me parle de cet enfant, je pouvais pas supporter qu'elle me parle de cette petite fille
Donc il fallait... Ah, vous avez fait taire la petite fille. Ouais. Et non, je suis plus allée parce que je ne faisais que pleurer, donc je pouvais rien dire. Et je suis allée voir une autre psychothérapeute, une autre femme. Ouais. Et là, elle m'a dit la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? Ben là, ça a été là. Je me suis posé la question pourquoi. Ouais. Pourquoi je rêvais que je pouvais rien dire et pourquoi. Mais oui. Et ça m'est revenu petit à petit à la mémoire parce qu'au début je pensais que j'hallucinais ou que je me racontais des histoires. Non, vos rêves disent quelque chose de très fort, ouais. Oui, c'est comme si j'avais une main sur moi qui vous empêchait de parler. Voilà. Et cette invitation finalement à rencontrer cette petite fille. Du coup, je lui ai dit, bon, il y en a une qui me dit ça, deux qui me disent ça, c'est pas possible, il y a autre chose. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus, enfin, à me reconstituer mes souvenirs, quoi. Ouais. Alors, j'ai monté ça un petit peu comme une enquête. Oui. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, de tel âge à tel âge, j'ai fait ça, de tel âge. Donc, j'ai été mise en pensionnat à 5 ans. Un pensionnat de religieuse. Ce qui se passait, c'est que je restais des fois des mois sans voir mes parents. Donc, je pensais que je les verrais plus. Puis quand je les voyais à nouveau, je me disais qu'ils allaient me reprendre. Et puis, en fait, ils me reprenaient pas, quoi. Vous voulez dire que vous reveniez pour les vacances et que vous repartiez après en pensionnat? Oui, parce que l'école était à des kilomètres. Mes parents n'avaient pas de véhicule et il n'y avait pas de ramassage scolaire. Donc vous étiez en pension. Mais vous n'avez pas compris à l'époque pourquoi? Non, parce que vous l'a en pas fait, expliqué. Non, on m'a rien expliqué. Puis j'avais un petit frère parce qu'on a 4 ans d'écart. 4 ans d'écart. Et ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il prenait mon frère et pas moi. Donc il faisait le trajet pour votre frère? Non, c'est pas ça. C'est qu'il venait me chercher le dimanche. On allait promener, et le dimanche soir, il m'a ramené au pensionnat. Ou alors, et mon frère rentrait bien sûr avec lui. Il était bébé, lui. Moi, je comprends. Et moi, je restais, je restais chez les religieuses. Et en fait, il y a encore autre chose qui s'est passé, c'est que pendant les vacances, vu que mes parents avaient une ferme en France, mais je veux dire dans le milieu de la France. Et ce qui se passait, c'est qu'ils avaient souvent des jeunes qui les aidaient à faire le travail des champs. Et là, il y avait un jeune homme qui avait embauché les voisins et je me rappelle c'est des flashs, mais c'est très, comment dire, c'est confus. Oui, c'est confus parce que je sais que je voulais jamais oublier son prénom. Ça, je le savais. Et donc, je l'avais écrit dès que j'ai su écrire, j'ai écrit son nom. Et en fait, cet homme venait le soir quand mes parents n'étaient pas là. Et en fait, il abusait de vous? Oui. Oui, c'est ce que je comprends. Mais c'est ça qui est enfoué depuis si longtemps. Oui. Et vous avez pu en parler, Anne, depuis? Ou vous en parlez ce soir? J'en ai parlé à cette psychothérapeute. Oui. C'est important. Après, j'ai eu du mal à... Oui, mais il faut que je la revoie, là, parce que là, ça date un petit peu, ça date de l'an dernier. Oula. Et vous êtes pas retourné la voir depuis? Non. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que cet été, j'en ai parlé à mon père. Oui. Et d'abord toute seule avec lui.
Je lui ai dit, tu sais, il s'est passé ça. Et là, il a eu une réaction. Il m'a dit que c'était pas vrai. Il m'a dit que j'étais folle, que c'était pas possible, que de toute façon, on n'avait jamais eu ce jeune homme qui s'appelait, enfin, je vais pas vous dire le prénom, mais qui avait non, eu mais Anne, c'est ça qui vous a troublé, c'est que votre papa ne reconnaisse pas ce que vous avez vécu. Mais il a été méchant. Il m'a dit que vous aviez tout inventé. Il m'a dit d'abord que j'avais inventé, puis il a dit parce que bon, mon frère était témoin quand même, et mon frère. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai cru que je l'avais rêvé, enfin que je l'avais. Je dis peut-être des fois, il paraît que ça arrive, qu'on invente et qu'on brode et quand j'ai dit son nom, mon frère a dit oui, effectivement, il y a eu un jeune homme je veux dire qui a parce que un hasard terrible, c'est que mon frère l'avait pas rencontré, mais entendu parler de lui parce qu'il revenait en fait là où il avait travaillé quand il était jeune. Qu'est-ce que ça a changé là vis-à-vis de votre père que votre frère le reconnaisse? Alors mon père a été violent sur le coup. Il voulait, il était que c'était pas vrai, que j'étais une menteuse, qu'il avait tout fait pour moi et que j'étais pas reconnaissante et je crois qu'il a été vexé en fait Vexé? Vous employez ce mot-là, vexé? Bah, j'ai l'impression que en fait moi j'ai pas été protégée quoi. Bien sûr, vous avez pas été protégée, Anne. Et en fait, il est pas vexé, il est dans le déni. Il veut pas savoir. Exactement. Parce qu'il est face à sa responsabilité de père et qu'il est mal avec ça. Oui. Oui, j'avais compris ça. Oui, j'ai compris ça. Vous l'avez compris. C'est bien que vous l'ayez compris, Anne. Mais vous, il faut pas rester comme ça, avec ça toute seule. Vous me dites que ça fait 1 an que vous n'avez pas revu cette psychothérapeute. C'est important. Oui, il faut que j'aille la revoir. Ouais. Vous continuez à faire le rêve de cette petite fille qui ne peut plus parler? Oui. Non. Donc, parce que vous avez pu le dire. Et c'est bien que vous appeliez ce soir pour en parler. Il y a eu tout, parce qu'il y a eu l'abandon déjà, que j'ai vécu comme ça, puisque je peux pas, comment dirais-je, je peux pas supporter de l'abandon, je peux plus le supporter. Vous en avez parlé avec votre mari? Non, jamais. Pourquoi? J'ai honte. Vous avez honte? En fait, il y a comme une culpabilité, bien sûr, de la petite fille abusée, mais peut-être, je sais pas. Le problème, c'était pas tellement ce qu'il me faisait, c'était que, enfin pour moi, c'était que il me disait que si je disais quelque chose, il aurait du mal à ma famille et que. Oui, mais ça, c'était la petite fille, Anne. Vous voyez, aujourd'hui. Oui, mais j'aurais pu le dire. Oui, à l'époque, bien sûr. Mais je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous réparer, Anne, et pour réparer cette petite fille dont vous parlez, il faut lui tendre la main, il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse le dire à ceux qui l'écoutent, qui vont la comprendre, à ceux qui aiment la femme. Il faut que la femme que vous êtes puisse compter sur son entourage, sur qui elle peut s'appuyer, sur sa psychothérapeute, sur éventuellement son mari, pour être aidée. Et pour que vous ayez la ressource pour aider cette petite fille. J'ai l'impression que je m'en sors pas, quoi. Ben oui, parce que vous êtes toute seule là. Vous s'en sortez pas parce que la femme que vous êtes ne s'occupe pas de cet enfant qui crie, qui maintenant s'est mise à parler, qui a envie qu'on l'écoute. Et si vous appelez ce soir, c'est pour qu'on vous écoute. Et vous savez que vous êtes écouté par les auditeurs. Et ce besoin-là, alors là, on est sur une antenne de radio avec certes 420 000 auditeurs qui vous écoutent ce soir, mais qui restent des anonymes. Mais vous avez besoin d'être écouté profondément dans la femme que vous êtes avec cette petite fille-là, dans cette histoire particulière qui n'est rien qu'à vous. Donc ne la laissez pas comme ça. Voyez, parce qu'elle va revenir, elle est mal,
elle a été abusée, blessée, elle est traumatisée. On lui a fait de l'inacceptable à cette petite fille. Oui, et en même temps, je comprends pas pourquoi j'ai si honte. Vous avez si honte parce que vous l'avez caché très longtemps comme quelque chose qui, souvent, dans les enfants, dans une enfance abusée, il y a une honte d'avoir, comme si l'adulte que vous êtes se dit que cet enfant n'aurait pas dû accepter ça alors que vous n'étiez pas en mesure. L'enfant, il n'est pas protégé, il sait pas dire non, surtout avec de la menace. Donc, qui a honte, c'est la femme que vous êtes vis-à-vis de cet enfant. Oui. Ce qui est pas juste pour elle. Parce quels moyens elle avait? Mettez-vous à la place de cette petite fille. J'avais entre 5 et 10 ans. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'une petite fille entre 5 et 10 ans sans protection, qui est abusée, puisse se défendre? Et c'est comme si vous aviez honte d'avoir accepté quelque chose que vous n'auriez pas dû accepter alors que vous n'aviez pas les moyens de dire non. Donc la seule qui peut l'aider aujourd'hui, c'est vous. C'est vous en vous appuyant, bien sûr. Oui. Je regrette que ma mère soit décédée parce que j'aurais pu en parler avec elle. Oui, mais comme dit Brigitte, vous voyez, vous n'auriez pas pu le dire puisqu'il menaçait votre famille. Donc non, vous avez voulu... Je veux dire bien après, parce qu'elle est morte il y a 10 ans. Bon, j'avais une quarantaine d'années, j'aurais pu. Parce que ma mère mais vous n'aviez pas remonté le souvenir. Oui, mais Anne, ma mère avait deviné. Elle avait deviné. Oui, parce qu'elle m'avait dit qu'on pouvait tout dire à une maman. Et moi, j'ai rien dit parce que j'avais tellement peur que j'étais terrorisée. J'avais peur de... Il vous menaçait? Il menaçait votre famille? Et il me disait qu'il allait s'en prendre à mon petit frère, qu'il arrivait à un accident à mon père, et j'ai été tellement terrorisée que je ne disais rien. Bien sûr, parce que vous l'avez cru. Mais comme dit Brigitte, c'est le passé. Maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez être entendu. Et vous pouvez surtout faire en sorte que cet enfant soit entendu. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Oui, mais comment ? En reprenant votre travail avec un thérapeute, en parlant éventuellement avec votre mari, en écoutant cette petite fille qui souffre, comme en faisant ce que vous faites ce soir, qui est déjà un premier pas, et que vous continuez vers là. La lâchez pas. Parce que vous allez continuer, il faut l'aider à se réparer, cet enfant. Vous qui êtes maman, vous avez des enfants de quel âge ? Le premier a 30 ans et l'autre a 25 ans. Mon fils est né le C, je lui ai dit. Et pas votre mari ? Non. Pourquoi votre fils est né ? Je sais pas. Ouais. Il est avocat. Et quelle a été sa réaction ? Il m'a dit qu'il s'en doutait parce que chaque fois que je parlais de mon enfance, c'était toujours en négatif, c'était toujours de la souffrance et que. Mais lui, il pensait que c'était les curés qui avaient abusé de moi. Et en fait, et puis je parle beaucoup avec lui parce qu'il est plus, comment dire. Il est compréhensif avec sa maman. Il est compréhensif et on a beaucoup de comment dirais-je. De complicité. Oui, oui. Et puis il est plus vieux que son frère, donc. Oui. Et votre amant, vous lui en avez parlé ? Non. Ouais, c'est comme une confiance qui se fait pas avec les hommes dont vous partagez le lit, en tout cas. C'est compliqué là pour vous. Oui, parce que j'arrive pas à, comment dire, pour moi, les hommes, c'est... C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, c'est... Je sais qu'il y en a des biens, mais c'est... Vous vous perdez, Anna. Vous perdez la petite fille en cours de route. Vous voyez, et vous dégradez du coup et votre couple et la relation avec cet autre homme. Vous vous perdez. Oui, parce que en fait, je cherche toujours à me faire abandonner, en fait. On vous expliquer, je sais pas comment vous expliquer. Vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger toute seule. Vous mettez votre couple en danger, vous vous mettez en danger. Oui. Anne, ça me semble... si je méritais pas, si je méritais pas ce qui m'arrivait maintenant. Oui. Et vous méritez pas de prendre soin de vous. Vous ne retournez plus chez la thérapeute, vous voyez.
Je vais y retourner. Oui, c'est important, vraiment. Dites-vous que c'est pas pour vous que vous le faites, que vous le faites pour cette petite fille. Occupez-vous d'elle. Reprenez votre cœur de maman, puisque vous êtes maman, et occupez-vous de vous comme si vous étiez votre propre maman. C'est de ça dont vous avez besoin. Et vous ferez du bien à vos enfants, vous allez les permettre de faire repartir votre couple, de peut-être arrêter cette histoire dans laquelle vous vous perdez à côté. Vous voyez, de remettre les à l'endroit, de remettre votre vie à l'endroit. Oui. Comme un vêtement que vous auriez enfilé à l'envers pour l'instant. Oui, c'est ça, oui. Hein? Oui. Bon courage, Anne, je compte sur vous, hein. Oui. Ouais. Je vous promets, je vais reprendre contact avec Super. la psychothérapeute. Oui, et c'est courageux d'avoir appelé ce soir. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais envie, mais je n'osais pas, donc... C'est le premier pas. Oui. On dit que c'est le premier pas qui compte, hein. C'est vrai. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Bon courage, Sophie. Anne. Bon courage Merci à vous. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir, Julia. C'était un peu dur là au téléphone. Mais non, mais j'ai connu. Pardon. Bonsoir, Julia. Oui. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Ah, écoutez, j'avais 15 ans et j'ai connu. Ouais, voilà, le chanteur. Bernard Lavilliers. Oui. Ah. Oui. Vous l'avez connu quand vous aviez 15 ans. Oui, mais il débutait tout à fait, quoi. Oui. Il faisait des... Ah oui, non, mais bon, c'est... Ça me rappelle voilà, vous jeunesse. étiez dans l'émotion ouais. Oh non, pas tout à fait dans l'émotion, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu ma jeunesse. Et puis, voilà, écoutez, Sophie, donc, je Julia. suis Julia. Et puis... voilà. Et puis, je vous téléphone parce que je suis très inquiète pour ma fille. Voilà. Alors, j'ai 3 enfants. Ils sont nés les uns après les autres, mais vraiment pop. 86, 87, 89. Donc, j'ai eu 3 enfants les uns après les autres, mais bon, c'était un choix. Voilà. Et puis, ma petite dernière, qui est née en 89, écoutez, elle va pas bien. Ouais. Voilà. Alors, une fille, alors, elle est très belle. Elle réussissait très, très bien à l'école. Et puis, le truc qui vous tombe sur la tête, elle s'est arrêtée de manger. Voilà. Elle fait de l'anorexie. Voilà, une anorexie, mais alors quelque chose de gravissime, parce que à un moment, moi je ne savais pas quoi faire, mon mari non plus. Mon mari n'était pas très bon. Écoutez, je vais pas mettre du voilà. Donc moi j'ai dit on l'hospitalise parce que à partir du moment où elle a eu vous savez l'IMC qui était trop faible. Donc, elle était hospitalisée. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans à l'époque. Oui. Et donc, on l'a hospitalisée pendant 3-4 mois. Hein. Et puis, après, petit à petit, elle est revenue à la maison. Et puis, elle est revenue à la maison et tout... je ne sais pas comment vous dire, Sophie, mais c'est que tout allait bien. Ouais. Voilà. Bon, tout allait bien. D'accord. Mais c'était une hypocrisie. Pourquoi moi, une hypocrisie? Je trouvais que rien n'allait, mais non, tout va bien. Tout le monde disait tout va bien. Elle disait que tout allait bien. Ouais. Son père disait que tout allait bien. Et puis, son père, il adorait sa fille. Bon, on avait quand même 3 enfants. Hein. Mais bon, c'était sa petite chérie d'amour, la petite dernière. Disons que ça allait bien parce qu'elle était rentrée de l'hôpital et qu'elle avait repris du poids, j'imagine. Oui. Donc ça allait bien de ce point de vue-là. Ouais. Mais enfin, moi, j'ai pas été dupe. Hein.
c'est pas parce qu'on a repris du poids, elle se forçait à reprendre du poids. Et puis depuis, depuis, Sophie, honnêtement, depuis, alors son père est mort entre-temps. Il y a 3 ans, mon mari est mort. Ouais. Et puis bon, elle est, c'est vrai qu'elle est. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 25 ans, ouais. donc elle est étudiante en médecine. Ah, en quelle année? Non, mais elle a réussi sa première année du premier coup, quoi. Ah oui, primante. Mais après, elle n'a pas arrêté de rater. Donc elle a raté sa 4e année quand son père est mort. Ce que je comprenais. Bon, c'était très dur. Pourtant, il y a 3 enfants. Les autres sont sortis, je sais pas comment dire, correctement. Mais qu'elle rate. Vous me dites qu'elle a eu médecine du premier coup et qu'elle a redoublé sa 4e année. Donc déjà, c'est rare de réussir médecine du premier coup. Et maintenant, elle redouble de nouveau sa 5e année. C'est l'année de l'internat. Elle vient de passer l'internat, non? Non, l'internat, c'est en 6e année, Ouais. Alors donc, c'est... Qu'est-ce qui vous inquiète, là, Julia? En fait, vous appelez parce que vous êtes inquiète pour votre fille. Oui, je suis très inquiète. Qui a eu un parcours sans faute au niveau d'études excessivement exigeantes et difficiles. Et puis, une fille, mais vraiment, en plus, elle est belle, je sais pas comment dire, et elle se croit moche. C'est ça qui est... Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'elle ait redoublé cette année ou... Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui... C'est tout. Oui, j'ai l'impression que c'est tout, oui. Écoutez, le fait de redoubler, c'est quand même qu'elle normalement, elle a les moyens de... Qu'elle redouble, ça me dérange pas. Julia, le sentiment que j'ai quand vous me parlez de votre fille, parce qu'elle a donc perdu son papa il y a 3 ans, avec lequel elle avait une relation assez forte, ce que je comprends. Oui. D'accord. Elle a énormément investi. On sait combien les études de médecine sont difficiles. Et là, après la mort de son papa, elle redouble chacune de ces années, ce qui est, on sait très bien que médecine, souvent on redouble plutôt la première et la deuxième que la 4e et la 5e. Donc j'ai du mal à comprendre ce qui vous inquiète d'une fille qui est plongée dans le deuil de son papa. Oui, mais je n'arrive pas à parler avec elle. C'est ça qui est terrible. Ah, c'est ça qui vous inquiète plus. Oui, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que quand elle vient à la maison, elle a le regard qui, vous voyez ce que je veux dire, non, je vois pas ce que vous voulez dire. Qui se tourne. Elle me regarde pas dans les yeux. Ça a toujours été compliqué la communication entre vous? Non, mais justement non. C'était d'accord. Vraiment, est-ce que vous lui avez parlé de ce que vous observiez, dans le sens où vous vous interrogez de savoir si éventuellement elle a quelque chose de ou c'est difficile pour elle de parler avec vous en ce moment? Qu'est-ce qui... Non, on parle pas parce que c'est même son père ne parlait pas. Son père c'était un taiseux et j'ai l'impression qu'elle elle répète un peu la... Oui, mais tout ça, ça reste des impressions. Julia, vous dites que vous aimeriez parler avec elle, mais j'ai le sentiment que vous n'allez pas vers elle pour essayer de créer une communication qui, pour elle, est peut-être que si elle ressemble pas à son papa, n'est pas facile ou aisée pour elle. À ce moment-là, c'est peut-être à vous d'aller vers elle et de... Oui, peut-être, c'est sûr, mais c'est pas facile parce qu'elle est très très dure. Elle est, je sais pas comment vous dire, elle est cassante, et ce qui est terrible pour moi, c'est que moi, je l'aime, mais je l'aime vraiment. Je sais pas comment vous dire. C'est quelque chose de je sais pas. Bon, c'est le sentiment je l'aime, mais vous ne la comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas toutes les deux. Non, on se comprend pas. On peut aimer son enfant et pas le comprendre, depuis la mort de son père. Ouais. Comme quelque chose qui est perdu entre vous deux. C'était pas comme ça avant?
Non, je pense elle m'a déjà dit, tu sais, moi je pense que je suis autiste. Bon, elle m'a dit comme ça, ouais, de toute façon, je pense que je suis autiste. Oui, enfin, vous savez bien que c'est une formule aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas envie de parler et pas envie de rentrer dans des confidences. Malheureuse formule d'ailleurs, parce que bon. De quelle façon vous, Julia, puisque vous, c'est votre envie, votre besoin, votre désir de rentrer plus en communication avec votre fille, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour que la communication s'améliore avec elle ou que le lien s'améliore? Voilà, qu'est-ce qui peut venir de vous dans cette histoire? Puisque visiblement on comprend que c'est pas d'elle que ça va venir. Je sais pas parce que en fait je suis une mère poule. Donc il faut je téléphone à mes 3 enfants en permanence. Je suis chiante. Et également avec cette fille-là? Ouais. Avec elle, j'essaye de pas trop l'appeler. Et effectivement, avec elle, j'essaye de pas trop téléphoner parce que je sais que elle le vit très mal, quoi. Voilà. Quand je l'appelle en permanence, donc elle a besoin que vous la laissiez un peu tranquille. Hein? Donc c'est une histoire entre vous et vous là, Julia. Ah oui, mais tout à fait. Il y a Brigitte qui demande si elle vous sent réprobatrice, par rapport aux années qu'elle redouble et est-ce qu'elle se sent soutenue sinon dans ses études. Non, écoutez, vous savez, ça me coûte 1 000 € par mois, donc non, je lui dis rien, je lui dis, écoute, écoute, tant pis. La première fois, elle a redoublé, je lui dis, écoute, c'est normal, c'est lié au décès de papa, mais là, maintenant, je trouve que quand même, ça commence à bien faire, redoubler la 5e année, où il n'y avait rien à faire, En fait, Julia, vous avez un mal fou à entrer en empathie. En fait, cette fille vous voyez, il y a comme quelque chose d'étranger chez elle pour vous. Oui, parce que vous dites. Oui, elle n'est pas comme mes 2 autres enfants. Je sais pas, j'arrive à les comprendre. Ouais, donc ce qui est compliqué. Même si quelquefois ça peut être difficile avec eux, mais avec elle, c'est, je sais pas, c'est très difficile. Et si vous la laissiez être un peu ce qu'elle est? Ah non, je peux pas. Non. Ah non, je ne peux pas. Parce que vous voyez, rien quand vous me dites ça, j'ai envie de pleurer parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle se débrouille drôlement bien, votre fille. Et si elle avait besoin de votre confiance et d'un peu de temps pour le deuil de son papa? Quand vous dites une 2e année, ça va bien. Qu'elle a entièrement besoin de moi maintenant, que je peux pas. Est-ce que vous lui avez demandé? De quelle façon? Non. Et si vous lui demandiez, Julia, à votre fille, de quelle façon elle a besoin de vous? De quelle maman elle a besoin, là, pour l'épauler, pour la soutenir? Voyez? Vous savez, elle est très dure. Elle me dira, j'ai besoin de ton fric, elle me dira ça, Et qu'est-ce qui se passe si elle vous dit ça? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, oui. Oui, je lui Et si c'était ça dont elle avait besoin pour le moment, d'un soutien matériel? Vous souhaitez plus? Oui, moi j'ai besoin d'amour de sa part. Ah, vous avez besoin d'amour, mais dans quel sens ça va? Elle est en pleine croissance, elle vient de perdre son papa et elle regarde. Ça veut dire que... Non, mais écoutez, elle a perdu son père il y a 3 ans quand même. Moi, j'ai perdu mon mari. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son père et moi, son mari. Moi, mon mari, il y a 3 ans, ça commence à faire quand même. Vous voudriez que votre fille s'occupe plus de vous, finalement? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai pas l'impression. Vous me dites, et elle, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Pour moi? Pour vous? Pour vous? Pour moi, non, j'ai pas. Honnêtement, j'ai pas. Franchement, j'ai pas. Quand je vous dis, qu'est-ce que vous pourriez. Alors lâchez-la un peu, comme dit Yvan, laissez-la vivre sa vie et vivez la vôtre. Chacun est différent, dit Yvan. Ouais. C'est Yvan qui dit ça. Oui. Sur un
sur Internet ou je sais pas. Bah, par SMS, oui. Ouais, et Christelle, vous voyez, qui dit montrez-lui votre confiance, qu'elle peut compter sur vous. Parce que c'est vous qui avez envie de pouvoir compter sur elle. Mais elle aurait peut-être envie de pouvoir compter sur vous. Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression que ça se passe comme ça, mais enfin bon. Peut-être. Bah non, c'est sûr, ça se passe pas comme ça pour le moment, hein. C'est sûr. Vous voyez? Ouais. Oui, écoutez, Sophie, c'est bien. Je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui est bien gentil. Non, mais c'est bien gentil d'avoir accepté de me parler. Et puis voilà. Moi, je pense que Julia, ce serait important de vous interroger sur la maman que vous avez envie d'être avec votre fille et pas la fille que vous avez envie d'avoir, vous voyez. De mettre peut-être de mettre les choses dans l'autre sens. J'ai quand même eu 3 enfants. J'en ai. Ils sont tous différents, je l'espère. Dernière, elle a 25 ans quand même. Oui. Et pourquoi c'est avec elle que ça se passe mal? C'est quand même. Mais est-ce que les enfants sont là pour faire en sorte que nous on aille bien? Vous pensez que c'est ça, Julia, dans la vie, qu'on a un enfant finalement parce que ça doit nous faire du bien et tout doit bien se passer pour nous? Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que tout se passe bien pour nos enfants. C'est ça qui est le plus important. Oui, et c'est pas ce qui se passe pour le moment. Ouais. Vous voyez? Mais oui. Ouais. Vous avez raison. Bon. Je vous laisse avec le message d'Isabelle qui parle de besoin d'espace, de respect et de distance pour mieux se comprendre plus tard. Voilà, Isabelle a noté que vous aviez fait effectivement un lapsus. Vous avez dit 2 fois son mari en parlant de votre mari. Oui. Donc, vous voyez, il y a un vrai chagrin de deuil pour vous deux. Hein. Qu'il y a... Et Cathy aussi l'a relevé, hein, les jolis lapsus mari-père. Donc, il y a une histoire là avec votre fille sur le décès de votre mari et de son papa. Hein. Et il y a peut-être une histoire de rivalité. C'est sûr qu'ils étaient vraiment très très proches et il y a quelque chose qui vous a été pris. Ouais. Et ça, c'est un peu difficile peut-être pour vous, Julia. Oui. Mais c'est du temps, hein? Ah oui, écoutez, j'ai entendu hier ou avant-hier, je sais plus, une dame, c'était avec votre collègue, une dame qui avait du mal à faire son deuil au bout de 2 mois. Mais c'est pas 2 mois qu'il faut, hein, c'est des années qu'il faut pour faire le deuil. Hein. Quand on a perdu son mari. Et vous me dites ça après avoir dit que votre fille, quand même, à 3e année, ça pourrait aller. Vous voyez, Julia? C'est pas la vous avez tout ce qu'il faut pour. C'est pas la même chose. Vous voyez, et les auditeurs, je crois, ont raison de souligner qu'il y a une rivalité. Moi, j'ai perdu mon mari, elle a perdu son père, c'est pas la même chose, donc on doit pas vivre la même chose. Vous pourriez lui tendre la main à travers tout ça. Réfléchissez-y. Je lui tends la main en permanence. En permanence. Mais le problème, c'est qu'elle, souvent, elle me mord les doigts, quoi. Quand je lui tends la main, elle me mord les doigts. Comme un petit chat sauvage. Oui, voilà, tout à fait. Bonne nuit à vous, Julia. Merci de nous avoir appelés. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Sophie Peter sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Oui. Je voulais juste rebondir sur le témoignage de Julia qu'on avait à l'instant. Tout à fait. Oui. Parce que je partage une chose avec elle, c'est que j'ai effectivement 3 enfants, avec un enfant en médecine et en 4e année. Oui. Et en fait, il faut laisser ses enfants libres. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, ne pas avoir d'inquiétude. Moi, j'ai donc un fils qui est en 4e année de médecine, qui réussit très bien et qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, qu'il faut accompagner, parce que ce sont des études très très difficiles, effectivement. Et en fait, moi, je n'ai pas de demande. Je voulais juste répondre. Quel conseil vous vouliez? Julia, vous vouliez apporter un conseil à Julia? Oui. Voilà,
porter conseil à Julien en lui disant à un enfant qui est en 4e année de médecine, d'abord ça veut dire qu'il a fait un cheminement, un travail qui est exceptionnel parce qu'aujourd'hui ce sont des études qui sont très très difficiles par rapport à d'autres enfants qui peuvent faire l'X ou autre ou n'importe quoi. Aujourd'hui les études de médecine sont des choses très très difficiles. Ouais, quand nos enfants réussissent là-dedans, félicitons-les, accompagnons-les et je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour nos enfants qui tentent, qui font un chemin exigeant comme ça. Voilà, un chemin très très exigeant et qui arrive dans ses études et qui arrive à ce bout de chemin qui est pour moi, voilà, moi j'ai fait des études supérieures, etc. Mais je suis très très admiratif de mon fils qui a fait ses études là-dedans et qui réussit. Après, j'ai 2 autres enfants qui font des études différentes, mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ces enfants qui font des études de médecine, avec tout ce qui comporte aujourd'hui, avec le manque de médecins, avec etc. Ce sont des études très très difficiles et voilà, je suis très admirative. Écoutez, Marianne, c'est incroyable votre témoignage parce que je crois que les premières épreuves du concours, en tout cas des premières années, bientôt. Et s'il y en a qui sont en train de réviser leur médecine et qui vous entendent, Marianne, j'espère que ça va leur donner du courage. Je souhaiterais leur donner tout le courage du monde. On en profite là. Oui. Voilà. Mais parce que vraiment, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai accompagné un de mes fils qui m'a remercié. Je vais pas le dire parce que c'est très intime. Si je vais le dire. Oui, allez-y. Voilà, j'ai un de mes fils qui m'a offert un livre de la Pléiade d'un auteur que j'adore et qui m'a remercié et qui m'a mis une signature sur ce livre en me remerciant de l'avoir accompagné pendant sa première Qu'est-ce qu'il vous a écrit? Racontez-nous, Marianne. Qu'est-ce qu'il a écrit Je sais pas. Non, je veux pas vous gêner. Oui. Si, bien sûr. Il m'a dit, maman, je te remercie de m'avoir accompagnée et de m'avoir aidée, parce qu'il faut savoir que quand on a un fils en première année de médecine, ça veut dire que on s'occupe de lui, ça veut dire qu'on s'occupe de son linge, de sa nourriture, de son truc, qui va partir avec son plateau repas devant son ordinateur et devant ses polycopiers là. Et que, voilà, moi, il m'a offert un livre de la Pléiade de Monterland que j'adore. Et il m'a fait une dédicace sur ce livre en me disant qu'il me remerciait parce qu'il avait réussi son année de médecine. Le soutien de sa maman. Merci Marianne. On se quitte, c'est la fin de l'émission, mais merci de finir sur ce beau témoignage. Et alors, bon courage à tous les étudiants en médecine. Allez, et bonne révision. Il faut les féliciter parce que vraiment, ils font un très très beau parcours. Merci Marianne. Bonne nuit à vous tous. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.